Palerme. Côté mer et côté ville. Bruyante, métissée, patchwork de genres les plus variés. De tous ces styles, il en est un qui a profondément marqué l'île, le baroque. Avons goût au marché du Capo, dans le vieux Palerme. Savant désordre, goût de l'emphase et de la couleur. En Sicile, le baroque, c'est, paraît-il, une seconde nature. C'est en tout cas ce que pense Sergio Troisi, historien d'art. Il nous a donné rendez-vous dans ce café, au cœur du marché. Le marché du Capo a gardé ses odeurs, ses couleurs, ses saveurs et plus que tout, ses cris, qui le caractérisent depuis toujours. Et ce n'est pas un hasard si c'est au beau milieu de ce marché que se trouve l'un des joyaux du baroque sicilien, l'église de la Concessione. Une façade sobre, un intérieur à couper le souffle. Cette richesse, c'est une des caractéristiques les plus typiques de l'âme sicilienne. On l'a vu au marché tout à l'heure. La profusion, c'est notre façon de présenter les choses. Mettre en relief de façon voyante des éléments décoratifs est une des clés de lecture de la culture sicilienne. La ferveur sicilienne adhère totalement à ce style, et ce, dès son introduction dans l'île par les Espagnols, vers 1650. Opposé au classicisme, le baroque exalte les sentiments. L'amour, la joie, la peur, la puissance, la théâtralité. Les Siciliens adorent et en rajoutent. Ce qui est baroque, c'est cette richesse d'ornements, ces volutes, ces festons, ces dessins, tous travaillés de façon à faire ressortir la diversité chromatique des matériaux et qui recouvrent la totalité de l'église. Ceci est vraiment l'esprit authentique le plus baroque de la Sicile. Mais si je devais choisir ce qui est, selon moi, le plus extraordinaire, ce sont ces panneaux de marqueterie de marbre. C'est un procédé très complexe. Regardez par exemple ce détail noir et blanc. Ces tentures qui se gonflent sous l'effet d'un vent qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Ces panneaux, ce sont vraiment des sommets de l'art baroque en Sicile. Cette richesse baroque, Sergio tient à nous en montrer un autre exemple, plus inattendu. Direction l'une des pâtisseries les plus célèbres de la ville. Voici la cassata, le dessert traditionnel sicilien, baroquissime. C'est bon? C'est excellent. Pas vraiment léger, mais c'est une des saveurs qui vous rend amoureux de la Sicile. Il faut goûter. Vraiment, il faut goûter. Pour moi, une toute petite part. Ricotta, sucre, chocolat, pâte d'amande, pain d'épices, fruits confits. La richesse, la profusion, encore et toujours. La décoration de la cassata, avec ses fruits confits, ressemble au feston que nous avons vu à l'église. La cassata, c'est une manifestation théâtrale de l'art de la pâtisserie. Et donc elle s'inscrit totalement dans l'esprit du style baroque sicilien. Un peu plus loin, derrière une petite porte de bois, encore une découverte, typique du baroque sicilien. Les stucs de Giacomo Serpota.
Madones altières, tourbillons de Putti, ces anges potelés qui ne semblent jamais s'arrêter. L'art du mouvement, du fugace. L'oratoire San Lorenzo est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du maître sicilien. On voit ici ce qu'il y a de plus caractéristique et de plus génial chez Serpota. Il utilise des techniques à la fois baroques et classiques et y ajoute des impressions de la vie courante, de scènes observées dans la rue. Regardez cette statue. C'est la représentation de la charité. Il y a ce geste du petit mendiant qui s'agrippe à la robe de cette femme, et ce geste est d'une grande vérité. Au centre de cet écrin de stuc, une œuvre maîtresse du baroque complétait l'oratoire. La Nativité de Caravage. Volée un soir de 1969, jamais retrouvée, elle est l'œuvre d'art la plus recherchée par les polices du monde. En un demi-siècle, le baroque s'est imposé à Palerme. Mais à 300 km de la capitale, au pied du volcan Etna, un événement va définitivement faire de l'île une terre baroque. Un terrible tremblement de terre. Nous sommes en janvier 1693. La secousse est de magnitude 7. 40 villes sont détruites, 60 000 personnes décèdent. Un cauchemar. La Sicile orientale n'est plus qu'un immense champ de ruines et sa reconstruction va marquer l'apothéose du baroque. À Catane, sur la côte orientale de l'île, 12 000 personnes ont péri. 3 siècles plus tard, on s'en souvient encore. Nous sommes dans la cathédrale. Tous les ans, le 4 février à 4 heures du matin, c'est le même rituel. Derrière la porte, des dizaines de milliers de personnes attendaient ce moment. On court, on se pousse, on tombe parfois. Celle que tout le monde veut voir se trouve derrière ces grilles. C'est elle, Santa Agata, la patronne de la ville. On se bat pour la toucher, comme pour se protéger. À chaque tremblement de terre, à chaque éruption volcanique, les Catanais implorent son assistance. Mais ils ne peuvent la voir qu'une fois par an, pendant cette procession. Dehors, ceux qui n'ont pas pu entrer attendent depuis des heures. Chaque année, 400 000 personnes se déplacent pour cette fête, considérée comme la plus baroque du monde et classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Pendant 3 jours et 3 nuits, l'oratoire de la Sainte va être tiré par les pénitents tout autour de la ville. Une ville où le baroque s'exprime à chaque coin de rue. Sur la place de la cathédrale, qui peu à peu se vide, nous rencontrons Ruggiero Moncada, Catanais de souche et de cœur. La reconstruction de Catane s'est faite à partir de cette place. La cathédrale a tout d'abord été reconstruite dans un style baroque, alors qu'elle était auparavant normande. Le baroque est le style qui s'adapte le mieux à une population qui a été détruite par le tremblement de terre.
Les courbes, les colonnes, le porche, tout cela c'est un ventre maternel. L'église t'accueille et te donne un sentiment de sécurité. À Catane, la ville devient donc baroque, tandis que partout ailleurs en Europe, le style est déjà dépassé. La famille de Ruggiero reconstruit alors son palais sur les ruines du précédent, le palais Biscari. 3 siècles plus tard, le palais appartient toujours à la famille. Alors ici, c'est chez vous? Oui, c'est ma maison ici. Ruggiero a un appartement dans une aile de l'édifice. Vuoi andare in Francia? On dit que c'est le plus bel édifice civil de la ville. Lo facciamo dire agli On le laisse dire aux autres. Mais pour accéder aux plus belles pièces, il faut passer par la cour d'honneur. Des pièces aujourd'hui réservées à la visite et à la location pour des réceptions. Ici, nous sommes dans les salons de représentation du palais Biscari, construits entre 1693, après le tremblement de terre, et 1786. En une centaine d'années, on a construit un palais d'environ 700 pièces. On n'a jamais été capable de toutes les compter. Et pour le mariage d'Ignacio, ce monsieur-là, on a construit une salle de bal particulière, car l'orchestre ne jouait pas ici, en bas, mais là-haut, dans la coupole. Une coupole absolument unique en Sicile. Autour, les dieux de l'Olympe veillent au bon déroulement du bal. Et, en toute modestie, au centre de la coupole, ces mêmes dieux célèbrent la gloire des princes de la famille Biscari. 200 mètres carrés de fresques et de stucs, on ne peut plus baroque. Pendant la guerre, le palais a été occupé par les Anglais, qui ont trouvé que la salle était idéale pour en faire un terrain de tennis. Nous conservons religieusement les lignes du terrain qu'ils ont dessinées. La princesse Marie-Thérèse a même la marque d'une balle de tennis dans l'estomac, ce que nous ne réparerons jamais, car ça aussi, c'est un morceau d'histoire. Et voilà encore une merveille de cette maison, cet escalier qui s'appuie sur 2 murs. Un escalier dit en flocon de nuages. Ni béton ni fer dans sa structure. Ingénieurs et architectes se demandent encore comment il tient debout. En 1990, un tremblement de terre fissure la voûte, juste au-dessus. L'escalier, lui, ne bouge pas. Nous, on dit que Gaudi a décidé de devenir architecte quand il a vu cet escalier. On invente beaucoup de choses pour nos hôtes. Et la dernière merveille de la partie publique de la maison, c'est le balcon. Un balcon réalisé en pierre calcaire et pierre de lave, où les putti redoublent d'exubérance. Les symboles sont ceux d'une ville qui veut sortir de la tristesse du tremblement de terre. Alors, il y a la corne d'abondance, qui signifie la chance. Les fleurs sont la joie, les guirlandes de figues et de grenades, c'est l'abondance. Les femmes enceintes, regardez le ventre de cette femme, c'est la fertilité. Et les vieux, c'est la sagesse. Ce désir de fêter la vie ne se dément pas aujourd'hui. Sous le balcon de Ruggiero, arrive la procession de Santa Agata. C'est bientôt l'heure du clou de la fête. La traditionnelle cavalcade. Pieuse et païenne à la fois, Catane, la baroque, exorcise son passé.
Petit matin à une centaine de kilomètres de Catane. Voici Caltagirone. Ici aussi, la terre s'est déchaînée en 1693. Ici aussi, le baroque s'est imposé, avec une particularité, la couleur. La céramique est une tradition millénaire à Caltagirone. Les artisans ont mis leur savoir-faire au service de la reconstruction, recouvrant de couleurs les nouveaux édifices baroques de la ville. Une tradition décorative qui ne s'est jamais perdue. En 1959, on orne même le grand escalier, symbole de la ville, de ces carreaux peints, appelés majoliques. Giacomo Alessi est héritier de ce savoir-faire. Aujourd'hui, il réalise des majoliques traditionnelles en pointe de diamant. Ces pointes de diamant ont été utilisées pour décorer les terrasses et pour les pavements des villas de la noblesse. Ce sont des motifs populaires. Et à Palerme, on les appelle les vagues, parce que mis côte à côte, cela ressemble aux ondes de la mer. Les gestes sont restés identiques. Volutes, arabesques. Partout en Sicile, les bleus, les verts et les jaunes de Caltagirone ont symbolisé la joie de la reconstruction. Giacomo Alessi est aussi gardien d'une autre tradition, héritée du baroque. Ce qui est aussi très baroque, ce sont les vases anthropomorphiques. Ils sont uniques et typiques de Caltagirone. On les appelle les grotesques. Les figures laides servent à exorciser. Quand on voit quelqu'un avec la langue sortie, c'est comme pour exorciser le mal. Le laid sert aussi à rendre le beau plus beau. Et je crois que c'est un principe que le baroque nous a transmis. Des grotesques que l'on retrouve ça et là dans la ville, un clin d'œil parfaitement sicilien. À une centaine de kilomètres de là, c'est une ville entière qui a été rasée de la carte, Noto. Ce mur, c'est le seul vestige resté debout après le tremblement de terre. Les survivants abandonnent alors cet amas de ruines. À partir de rien, ils reconstruisent plus loin une cité entièrement baroque. Ceux qui ont survécu veulent faire de leur nouvelle ville un théâtre, où l'on joue à être plus fort que la nature. Un sentiment partagé par le poète Sebastiano Burgaretta. Dans l'âme sicilienne, ce qui est baroque, c'est la tendance à la théâtralité et à la dramatisation des choses. La tendance à donner de l'emphase aux événements dans le bien et dans le mal. À Noto, tout est donc mis en scène. Au cœur de la ville, la place centrale est la scène du théâtre. Derrière ces échafaudages se trouve la cathédrale telle qu'on pourra la redécouvrir dans quelques mois. Les ecclésiastes l'ont érigée en hauteur pour affirmer la force du pouvoir spirituel. Les palais des deux plus grandes familles nobles encadrent l'église, symbole de leur puissance. En face, le palais sénatorial bâti en contrebas. Le pouvoir politique est ici écrasé. Dans les années 50, les élus ont voulu changer cette mise en scène. L'administration communale a voulu compenser les désavantages visibles et esthétiques qui existaient depuis des siècles entre les symboles de ces deux pouvoirs. Ils ont enrichi le palais en y ajoutant un étage. Mais je crois que cette forme superflue n'a pas vraiment enrichi la beauté architecturale du palais. Le décor est planté et la lumière est là pour le mettre en valeur. Ici, il y a un jeu subtil et génial. Les façades, les lignes de perspective principales sont toutes tournées vers le sud, ce qui leur permet d'avoir de la lumière toute la journée. Un décor, une lumière, qui ont inspiré de célèbres cinéastes.
Antonioni, Rossellini, Tornatore, les plus grands comédiens, Burt Lancaster, Monica Vitti, Sophia Loren, y ont joué. Chaque année, 3 ou 4 tournages ont lieu ici. Mais aujourd'hui, le décor est sérieusement endommagé. La cathédrale est un immense chantier. Au pied de l'échafaudage, nous rencontrons Salvatore Tringali, architecte. La cathédrale de Noto s'est écroulée le 13 mars 1996 de façon complètement inattendue, à 23h30. La cathédrale est vide lorsqu'un pilier de structure explose. Les nefs centrales et orientales s'écroulent comme un jeu de dominos. Une surface de plus de 1000 mètres carrés. Ce soir-là, pourtant, la terre n'a pas bougé. Personne n'avait vu les blessures qui la fragilisaient. En réalité, elle était endommagée par tous les tremblements de terre qu'il y a eu depuis sa construction il y a 300 ans. Parce que même des petites secousses sismiques créent à l'intérieur des piliers, et cela nous l'avons compris dans cette cathédrale, des micro-lésions qui s'accentuent dans le temps avec les variations thermiques, l'humidité et autres. La communauté internationale s'est alors mobilisée pour que Noto retrouve sa splendeur. 10 ans plus tard, les travaux sont pratiquement terminés. Une cathédrale reconstruite à l'identique, mais avec des règles antisismiques ultramodernes. Bonjour à tous. Ça, c'est la charpente en bois qui, pour l'instant, tient les blocs de la coupole et qu'on démontera ensuite. Et s'il y a encore un tremblement de terre? Nous, on peut résister jusqu'à 9 ou 10 sur l'échelle de Richter. C'est vrai? Oui, et ce n'est pas une supposition. Avant que cette cathédrale ne soit endommagée et s'écroule, Noto n'existera plus. Il faut dire que la menace est permanente et quotidienne. Ici, à l'Institut national de sismologie de Catane, on vit au rythme de ces secousses. Et les informations recueillies sont essentielles pour la préservation du patrimoine. Il date de quand ce tremblement de terre d'aujourd'hui? Non, d'hier. Et quelle est la magnitude? 3. C'était une magnitude 3, donc seulement enregistré par des stations sismiques, mais pas envisagé par la population. Et des petits tremblements de terre comme ça, il y en a beaucoup en Sicile? Oh, bien sûr, il y en a beaucoup. Dans les dernières années, seulement dans la Sicile sud-orientale, on en a enregistré quelques centaines. Catane est en effet une des régions les plus dangereuses du monde. La Sicile est juste au bord de celle qui est la plaque européenne et la plaque africaine. Il y a la plaque africaine qui pousse vers le nord, et alors toute cette partie orientale de la Sicile va se casser parce qu'il y a ces efforts qui vont se cumuler. Face à cette menace, les Siciliens ont pris conscience que le patrimoine baroque doit être l'objet de soins permanents. Là, il faut de la maintenance, il y a des plans de reconstruction, de restauration antisismique des bâtiments. Donc là, du point de vue administratif, on est en train de travailler. L'autre péril qui menace le patrimoine baroque sicilien, c'est la spéculation immobilière. Voici Roberto Alemo, journaliste spécialisé dans le patrimoine. Il nous emmène à quelques kilomètres de Palerme, à Bagheria. Voici un exemple de la spéculation immobilière qu'il déplore. Ceci, c'est un lieu symbolique en quelque sorte. Il y a cette villa du 18e, la Villa Cattolica, et juste tout à côté une cimenterie. C'est le symbole de la dégradation urbanistique de Bagheria, de Palerme, de la Sicile en général. Et comment ça a été possible? Avant, le baroque, ce n'était rien par rapport à la Sicile classique, à l'héritage grec. Aujourd'hui, peut-être que cela ne serait plus possible, mais ça l'a été jusque dans les années 70. Deuxième arrêt, encore plus probant.
Roberto nous emmène dans ce qui fut l'une des plus belles villas de Bagheria. La Villa Palagonia, dite villa des monstres. Une villa entourée de grotesques. La légende dit que le prince qui l'a construite en 1715 installa plusieurs centaines de statues dans le parc pour effrayer sa jeune épouse et la dissuader de sortir. Mais aujourd'hui, le parc a été englouti par la spéculation immobilière et les monstres n'effraient plus personne. D'ici, on voit bien ce qu'était le parc. Oui. Regardez la porte que vous voyez là au fond. C'était l'entrée de la villa. Alors vous imaginez combien ce parc était grand et comme il a été dévoré par la spéculation illicite. La mafia a joué un rôle important dans cette course au ciment. Tout a été construit n'importe comment, de façon désordonnée, sans aucun critère architectural. Une époque crapuleuse qui rappelle la période que l'on appelle le pillage de Palerme dans les années 60-70. Et là, on va où? Chez Natale Tedesco, un grand professeur d'université qui vit ici. Hey, comment ça va? Ça fait si longtemps que je t'ai pas vu. Entrez, entrez, je vous en prie. Alors, vous vivez vraiment ici? Oui. Vous voulez voir? D'accord. Natale Tedesco a toujours vécu ici. Un intérieur presque normal. Canapé et télé dans un décor du 18e. Ça, ce sont des fresques qui représentent une cavalcade turque. Et là, qu'est-ce qu'il y avait qui ne se voit plus? Là, malheureusement, tout est parti. Mais le jeu de ce monde exotique continuait. C'est difficile de conserver une maison comme celle-ci? C'est très difficile, surtout parce que nous n'avons jamais reçu d'aide. Vous venez? Natale Tedesco a donc dû lui aussi ouvrir une partie de la maison à la visite. Ici, c'est le hall par lequel on entre. Et vous voyez ces fresques qui représentent 4 des travaux d'Hercule? Mais c'est au bout de ce hall que l'étrangeté de la villa des monstres est portée à son comble. Dans le salon des miroirs. Avant, quand les miroirs étaient moins opaques, lorsqu'on entrait, eh bien, dans les miroirs se reflétait la figure humaine qui se multipliait. En passant d'un miroir à l'autre, la figure humaine disparaissait. Donc, il y a l'idée baroque de la vie et de la mort, de l'abondance des formes et de leur fugacité. Mais les visites ne suffisent pas à financer les travaux et la villa a perdu son faste d'antan. Dans le centre de Palerme, certains palais sont totalement en ruine. Ici, il ne reste que l'escalier. Mais de plus en plus souvent, des programmes de réhabilitation sont lancés. Celui-ci deviendra bientôt un hôtel. Nous sommes au Palais Ganji. Ici, la princesse Vanni Mantegna a tout fait pour sauver ce palais à la dérive. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec des restaurateurs. Vous savez qu'ici, il va falloir nettoyer. Oui, regardez, on vient de faire les tests de décrassage. Nous, on pourrait commencer dans un mois.
Dans un mois. Et ensuite, il y a une année de travail. Ce nettoyage, c'est la dernière étape du chantier de la cage d'escalier. Nous avons retrouvé dans ces niches ces vases. En effet, ces niches ont été aménagées pour permettre aux robes à crinoline de tourner. Ce sont des fresques qui ont été couvertes en 1820 à la suite d'un tremblement de terre. Donc on a commencé à gratter au bistouri, on a trouvé une feuille. On a pris la décision évidemment de chercher et on a retrouvé celui-ci. Excellente surprise, ça c'est vraiment formidable. Aujourd'hui, cette cage d'escalier est considérée comme la plus belle de toute la Sicile. Une fierté pour la princesse. Quand on a reçu la maison, je crois qu'on a dû... La première chose que j'ai faite, c'est commander à un vitrier une 40aine de vitres. Bon, une maison qui n'a plus de vitres, elle est à la limite de l'abandon. Et je crois qu'on est vraiment arrivé à temps. Fresques défraîchies, stucs fatigués, peintures écaillées, majoliques effacées, pavements brisés. Au bout de 10 ans de travaux, la princesse est heureuse de nous montrer le résultat. Nous voici dans la salle d'armes. Le palais Gangi, c'est la synthèse de tout le baroque sicilien. Dans la salle à manger, on retrouve les traditionnels putti. Dans le salon bleu, les majoliques sont de Caltagirone. Sur la terrasse, on reconnaît les dalles en forme de vague. Et dans la salle de bal, c'est sous l'œil des stucs de Serpota qu'a été tourné le fameux film de Visconti, Le Guépard. Mais la pièce la plus incroyable de tout ce palais se trouve juste à côté. Elle vient d'être restaurée. Alors ici, nous sommes dans la pièce qui est considérée comme une des plus baroques du monde. C'est vraiment le délire du baroque sicilien. Et ce qu'il y a de plus baroque, c'est ce plafond de Gigante. Un plafond à caisson qui défie les lois de la gravité. Une œuvre qui marque la fin d'une époque architecturale. Celle du baroque en Sicile, c'était il y a 2 siècles. Mais au fond, les Siciliens, eux, en restent profondément marqués. Et dans l'île, le baroque est bien devenu une seconde nature.